L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h25 Studio Kalita. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur studiokalita.com, sur notre chaîne YouTube et puis bien entendu aussi sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Vous avez passé un bon Shabbat, Eliana ? Super, très très bon. C'est l'été. Très bien. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. Bien. De quoi parle-t-on ? Quelque chose qui s'est passé le 13 août 1952. Voilà. Alors, c'est une histoire assez triste et assez connue. C'est ce qu'on appelle la nuit des poètes assassinés, puisque c'est l'exécution entre la nuit du 12 août 1952 et le 13 août, date d'aujourd'hui, d'intellectuels et d'écrivains juifs d'expression yiddish par l'Union soviétique. Quelque part, c'est l'aboutissement de la répression des intellectuels juifs qui avait été entamée par Staline après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre de quoi on parle. Il se trouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'intellectuels juifs soviétiques. Le plus souvent, ce sont des gens qui s'expriment en yiddish, puisqu'à l'époque, le yiddish était quand même la langue, avant la guerre, c'était la langue d'expression de la grande majorité des juifs dans le monde. Eh bien, ces intellectuels juifs soviétiques forment un comité antifasciste juif à partir de 1942. Alors, l'objectif, bien entendu, c'est de diffuser la propagande soviétique aux audiences étrangères et aussi de collecter des fonds pour l'URSS auprès des Juifs du continent américain. Donc en fait, ils étaient presque commandés par Staline. Exactement, ils travaillent ensemble et tout ça pour la réussite de la Seconde Guerre mondiale, pour la victoire en fait du camp antifasciste, c'est-à-dire du camp et soviétique et américain. Et il faut rappeler qu'à cette époque-là, en 1945, on a quand même 3 millions de juifs en URSS, bien qu'il y ait des pertes énormes causées par l'invasion allemande, mais quand même c'est une très grosse communauté. Très grosse communauté. Et en fait, en 1947, donc la guerre se termine, et puis en 1947, il y a quelque chose qui se déroule, c'est que Staline, d'un seul coup, il surprend tout le monde, il soutient la création de l'État juif. Alors on peut comprendre qu'il soutient la création de l'État juif parce qu'en fait, il souhaite s'opposer aux Britanniques qui, eux, ne veulent pas de la création de l'État juif. Bien que Staline ait ce mouvement, quelque part, de soutien du sionisme et quelque part du monde juif, il n'est pas pour autant tout à fait pro-juif ou pro-sémite. On ne va pas dire qu'il était sioniste. Non, il n'est pas sioniste. Et en fait, au même moment qu'il soutient un tout petit peu la création de l'État juif, il fait interdire aux juifs russes, un peu plus tard, lorsque l'État d'Israël est créé, Golda Meir vient en Russie, en URSS, il fait interdire aux juifs de se rendre et d'aller accueillir Golda Meir. Et puis au même moment, il se passe encore une autre chose, c'est que bien que l'URSS a été un des premiers pays à soutenir Israël, très rapidement Israël reçoit une aide plus importante des États-Unis, et à ce moment-là, alors ça énerve encore plus l'URSS. Et puis au même moment, Staline décide de commencer une répression contre les intellectuels de langue yiddish. Alors, les intellectuels qui ont le plus de chance, ils vont simplement mourir dans un accident de voiture. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un était apprécié de Staline, mais qu'il devait mourir, parce que vous comprenez, il fallait qu'il meure, Staline organisait juste un accident de voiture. Donc, ça, c'était les personnalités qui étaient les plus appréciées. Par exemple, Solomon Michaels, qui était le président du comité antifasciste juif, lui va mourir dans une impasse de la ville de Minsk le 13 janvier, mais bon... Accidentellement. Mais sa mort va être déguisée en accident de voiture. D'accord. Et il va recevoir des funérailles d'État, c'est-à-dire que bien que Staline le fait tuer, on fait quand même semblant qu'il a été retrouvé, qu'il est mort dans un accident de voiture. Et donc ça, on est en 1948, juste après la guerre. Et mais à partir du moment où Solomon Michaels
est assassiné. Alors là, on commence à avoir une assassination, on commence à avoir plus de personnes qui sont assassinées et surtout, on commence à avoir des arrestations. Alors, le 23 décembre 1948, Viktor Abakoumov, qui supervise la politique anti-juive de Staline, il se rend tout simplement au théâtre juif de Moscou, puisqu'à Moscou, il y a un théâtre juif, et il perquisitionne les archives personnelles de Michoels, et grâce à ça, il va commencer à arrêter plusieurs personnes. Il va arrêter Itzik Pfeffer, un poète yiddish qui est un fidèle serviteur du parti et qui est un informateur pour le NKVD, mais ça y est, on n'a plus besoin de lui, donc il va être arrêté. On va arrêter en même temps Solomon Lozovsky, qui est un membre juif influent du comité central et du comité antifasciste. On va arrêter aussi les poètes Peretz Markish et David Bergelson, la médecin et biochimiste Lina Stern. On a 15 personnes qui vont être arrêtées au total. Et dans la même nuit. Dans la même nuit. Non, pas dans la même nuit. Elles vont être arrêtées au fur et à mesure. Elles vont être tuées dans la même nuit qui est la nuit de cette nuit. Et 15... donc j'étais juste en train de dire que 10 des 15 personnes qui vont être arrêtées, eh ben, elles sont membres du parti communiste. Donc ce sont quand même des personnalités, ce ne sont pas des personnes qui étaient anticommunistes, bien au contraire. Donc toutes les arrestations sont clandestines, on ne sait pas ce qu'il se passe. Les arrestations vont se faire entre décembre 1948 et janvier 1949. On sait comment ils ont été tués ? Alors, on n'y est pas encore, à 2 secondes. Alors, ils sont arrêtés. D'abord, on est encore au moment où on est en train de les arrêter. Je vois votre impatience de connaître cette histoire, Olivier. Je termine juste. Donc, les arrestations sont clandestines. Et en fait, donc le système soviétique marche très bien, puisqu'à partir du moment où on les a tous arrêtés, dès le 27 janvier, la Pravda, le journal national, commence à publier en fait une série d'articles critiques où elle commence en fait à faire des critiques acerbes contre le théâtre juif et propagande, en fait. Voilà, de la propagande exactement. Et d'ailleurs, c'est dans le même moment que la littérature yiddish va être interdite. Et puis ensuite, on va avoir un procès habituel à la russe, à la soviétique, c'est-à-dire qu'on va les accuser, ils sont accusés de planification d'une insurrection armée visant à établir une république sioniste et bourgeoise, attention, qui aurait servi de base américaine en Crimée, ainsi que d'activités d'espionnage au profit d'États étrangers, comme les États-Unis et le Japon, et de propagande anti-soviétique. Voilà, donc c'est ça le chef d'accusation. Et ils sont en fait... Donc le procès ouvre en mai 1952 devant le collège militaire de la Cour suprême de l'URSS. Les accusés, bien que ça fait déjà 4 ans qu'ils sont en prison, ils trouvent le courage de rejeter en bloc les accusations portées contre eux. Et le gouvernement, bien entendu, choisit donc de réaliser ce procès en huis clos, et toutes les délibérations sont gardées secrètes. Le 12 août 1952, 13 des 15 accusés, dont la plupart des poètes, les plus importants poètes et écrivains yiddish, et tous étaient membres du comité juif antifasciste, sont assassinés, fusillés dans la prison de la Loubianka. C'est une condamnation à mort, en fait. Voilà, c'est une condamnation à mort. D'accord. Et la seule personne qui sera survivante des 15 accusés sera Lina Stern, donc je vous avais parlé de la médecin et la biochimiste. Et il y en aura un autre qui s'appelle Solomon Bregman, qui lui mourra en prison. Donc tous étaient des communistes fidèles qui voulaient mettre en fait l'héritage juif au service de l'idéologie communiste. Et d'ailleurs, leurs morts ne seront révélées qu'en mars 1956, lorsque le processus de la déstalinisation lui va commencer. Donc en fait, Israël n'a pas été au courant jusqu'en 1956 et n'a pas pu réagir alors d'abord, Israël n'avait rien à dire, puisque ces personnes-là, elles n'étaient pas specialement sionistes, elles étaient juste... C'est juste que alors qu'au départ... Elles étaient juives quand même. Oui, elles étaient juives, mais alors qu'au départ, les populations juives en Russie étaient utilisées pour en fait être appréciées de par le monde, pour que le soviétisme soit apprécié de par le monde. À partir du moment où Staline voit que l'État d'Israël se porte très bien comme un charme sans eux, et que finalement il n'y gagne plus rien, et ben il va décider tout simplement de les tuer. Et j'aimerais juste terminer, Olivier, par dire un tout petit mot sur un livre qui a été écrit en 1980 par Elie Wiesel, qui s'appelle Le Testament d'un poète juif assassiné. Ah oui, tout à fait. Et donc qui est un roman autour de cette histoire. Il faut rappeler que Elie Wiesel était très pendant des années, il s'est battu pour sauver les Juifs, pour faire libérer les Juifs du RSS exactement. Et donc, entre autres, il avait écrit ce livre qui a gagné le célèbre prix du livre inter et le prix des bibliothécaires en 1981. Voilà. Bon, on a appris encore plein de choses ce matin, Iléana. On essaye. J'espère que demain, ça sera un peu plus gai quand même. On va essayer aussi.
8h35, c'est l'heure de la revue de la presse. Merci Eliana, demain. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.